retenu à la région Rhône-Alpes. Donc voilà, il m'a demandé de présider ce conseil municipal. Avant tout, si Pascal Rochard accepte de prendre le secrétariat de séance en passant à Madame Beccarini. Merci Pascal. Je vais aussi en profiter pour vous présenter très rapidement Madame Jacqueline Marchand, qui est notre nouvelle directrice générale adjointe des services, qui a rejoint notre collectivité depuis le 20 juin dernier. Voilà. Eh bien, je vous propose de commencer sans tarder cet ordre du jour qui est un petit peu conséquent. J'espère que nous arriverons à terminer aux alentours de 21h, puisque je crois qu'il y a quelque chose d'important à cette heure-là. Voilà, le premier point de l'ordre du jour concerne le compte-rendu des décisions. Est-ce que vous avez des remarques? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, le point numéro 2 concerne le recrutement d'agents non titulaires pour la surveillance de la cantine scolaire. C'est Madame Rochard qui rapporte. Oui, alors voilà, en fait, je voulais rappeler que chaque année, la commune détermine le nombre maximum d'accompagnateurs cantine à recruter. Pour l'année scolaire 2015-2016, 33 agents avaient été créés, 33 postes, pardon, plutôt, avaient été créés. Et afin de respecter les normes de sécurité et d'encadrement, il est proposé au conseil municipal de créer 34 postes. Donc ce soir, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à recruter pour l'année scolaire 2016 et 2017 34 agents non titulaires pour accompagner les élèves à la cantine et pour assurer la surveillance pendant le temps de repas, et d'autoriser monsieur le maire à procéder aux déclarations de vacances d'emploi. Merci. Merci Madame Rochard. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des votes pour? Des votes contre? Eh bien, je vous remercie. Donc, la délibération est approuvée. Ensuite, le point numéro 3 concerne le recrutement d'agents non titulaires pour les activités périéducatives. C'est toujours Madame Rochard. Oui, toujours dans le même cadre. Donc, de la mise en place des temps scolaires, les activités périéducatives doivent être organisées pour les enfants scolarisés en école maternelle et élémentaire. Une après-midi par semaine de 13h30 à 16h30. Donc les mardis à Arbert, les jeudis à Guillemot-Passant et vendredi aux écoles du centre pour cette année. Pour l'année scolaire 2015-2016, 33 postes avaient été créés. Et afin d'organiser au mieux ces activités périéducatives et pour répondre au taux d'encadrement exigé par la réglementation, il convient de recruter 33 agents qui interviendront de 13h30 à 16h30, de 1 à 3 jours par semaine. Il est donc nécessaire de créer 33 emplois à temps non complet qui pourraient être pourvus soit par accroissement du temps de travail d'un agent déjà en place à temps non complet, soit par recrutement d'un agent titulaire contractuel à temps non complet. Donc ce soir, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à recruter pour l'année scolaire 2016-2017 33 agents non titulaires pour accompagner ses activités périéducatives et d'autoriser monsieur le maire à procéder aux déclarations de vacances d'emploi. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie, cette délibération est adoptée. Ensuite, le point numéro 4 concerne une subvention exceptionnelle de fonctionnement à l'association Tour Cycliste PITX Valserine. C'est une manifestation qui sera organisée le 4 septembre prochain pour sa 38e année. Donc le départ sera donné à Divonne, sous la halle couverte de l'Esplanade, et arrivera à Gex. Donc c'est une manifestation qui a été reçue un avis favorable de la commission vie associative et sportive. L'association sollicitait une subvention à hauteur de 5 000 € pour l'organisation du village départ à Divonne. Et aussi pour le service de sécurité. Et au final, la commission a proposé une subvention de 2 500 €. Voilà, donc la commission des finances a approuvé le versement donc, de cette subvention par la décision modificative que l'on verra plus tard. Voilà, donc est-ce qu'il y a des votes contre le versement de cette subvention de 2 500 € pour... Vous avez... Oui, pardon. Allez-y.
Qu'est-ce qu'on a en contrepartie? En contrepartie, eh bien, vous avez les médias, puisque c'est une manifestation qui est couverte par les médias. Sur tous les documents, notamment, il y a un document qui est remis à l'ensemble des coureurs. Il y a le logo de la ville avec un édito de Monsieur le maire. En fait, c'est surtout une contrepartie d'image. Je voudrais juste préciser qu'en commission associative, on a donc donné un avis favorable sur l'aspect sportif, mais pas sur la subvention. D'accord. C'est la commission alors qui a donné un avis favorable. La commission des finances a été vue la semaine dernière. Une question, pourquoi cette demande de subvention n'est pas traitée comme les autres demandes de subvention? Parce qu'elle est arrivée plus tardivement et c'était une manifestation donc, qui est arrivée. Je crois que la commission l'a examinée il y a quelques mois. L'association du Tour a saisi la commune il y a 3 ou 4 mois maximum. En fait, à l'origine, on avait dans le dossier de subvention plutôt dit non, à l'origine du dossier de subvention, et en fait, la subvention est revenue par des moyens différents, et on n'a toujours pas dit non, mais elle est acceptée. Enfin, vous êtes nombreux, je pense, à connaître cette manifestation. Il y a quelques manifestations sportives d'importance dans le pays de Gex, dont celle-ci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Par rapport à l'avis qui a été donné en commission associative. Okay. Vous n'avez pas de procuration, madame Bertrand? Pas de procuration non plus. Eh bien, je vous remercie. La délibération numéro 5 concerne la demande de classement de la ville de Divonne-les-Bains en station classée de tourisme. Donc depuis 1923, Divonne-les-Bains est classée en station climatique et hydrominérale. La réforme de mars 2009 concernant le tourisme a supprimé ces deux appellations et a créé deux nouvelles appellations, communes touristiques et stations classées de tourisme. Le 1er janvier 2018, donc ces deux appellations climatiques et hydrominérales tomberont et les communes ne bénéficieront plus d'avantages liés au classement comme le surclassement démographique et la taxe additionnelle au droit de mutation. C'est la raison pour laquelle Divonne a lancé une procédure de classement pour être station classée de tourisme. Parmi les démarches à suivre, il faut obtenir deux préalables. La dénomination de commune touristique, nous l'avons obtenue par arrêté préfectoral le 14 décembre 2014, et le classement de l'Office de tourisme en catégorie 1. Et l'Office a obtenu son classement par la préfecture le 15 décembre 2015. Donc, à la suite de ça, la commune a constitué un dossier de demande de classement en station classée que vous avez donc tous pu consulter avec dans la note de synthèse. Et je vous rappelle que cette dénomination est valable 12 ans et permettra à Divonne d'être reconnue comme une destination d'excellence et de reconnaître les efforts accomplis dans le domaine touristique. Donc juste une petite précision, puisque c'est important dans la demande qui est faite, c'est qu'il convient de noter que la commune n'a pas fait l'objet d'une infraction aux législations et réglementations sanitaires durant les 3 dernières années précédant l'année de cette demande de classement, donc soit 2013, 2014, 2015 et 2016. Donc il est proposé au conseil municipal de se prononcer donc sur la demande de dénomination de la ville de Divonne-les-Bains comme station classée de tourisme. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur cette procédure qui a été étudiée et présentée lors d'une commission tourisme-thermalisme en décembre dernier notamment? Oui, bien sûr. Juste compléter le propos de Madame Bonne, je pense que ce classement en station classée tourisme est essentiel aujourd'hui dans le contexte législatif qu'on connaît, notamment depuis le vote de la loi NOTRe. On sait qu'à partir du 1er janvier 2017, la compétence tourisme devrait passer aux intercommunalités et le fait d'avoir fait une demande de classement avant le 1er janvier 2017 peut nous permettre à Divonne de nous prévaloir d'un statut particulier dans ce transfert de compétences si la commune détient une marque territoriale, et ce qui peut nous aider dans le classement en fait, et dans le classement d'une station, ce qui peut nous aider
à faire prévaloir un statut particulier dans la future organisation qui est aujourd'hui discutée avec la communauté de communes du Pays de Gex sur la compétence touristique. Donc je crois qu'appuyer cette demande est très très importante aujourd'hui pour l'avenir de Nivelles. Et je rappellerai que l'aspect touristique de la ville, que le statut touristique de la ville, n'a pas qu'un intérêt en termes de promotion, mais ça nous permet de construire un discours sur ce qui est aménagement des parcs, sur tout ce qui touche à l'urbanisme. On peut travailler différemment quand on a une station touristique et une station classée que d'autres communes du Pays de Gex ou ailleurs qui ne sont pas stations touristiques ou stations classées. Donc vraiment, cette délibération est ce soir très très importante. Je partage entièrement les propos de Vincent et rajouter que cette réforme de 2009 effectivement a cet avantage de requalifier en termes vraiment d'excellence les stations touristiques et de donner vraiment un gage de qualité et en tous les cas pour Nivelles. Est-ce qui donne ce label? Alors la procédure est un petit peu compliquée et longue, donc il y a 4 mois d'instruction par la préfecture de l'Ain. Ensuite, la préfecture de région a 4 mois aussi pour étudier le dossier. Et ensuite, c'est le ministère du Tourisme qui donne le classement définitif. Et elle a 4 mois aussi pour le faire. Donc on est dans les temps, ça fait un an. Donc on arrivera, compte tenu de certains délais administratifs, proche de fin 2017, et sachant que la dénomination tombe à partir du 1er janvier 2018. C'est qu'une formalité ou il faut un dossier digne de ce nom? Il faut un dossier important, je ne sais pas si vous l'avez vu, enfin si vous l'avez parcouru. Là, je l'ai sous les yeux. En fait, il y a énormément de domaines qui sont concernés. Vous avez les accès et la circulation dans la commune touristique, les aménagements touristiques, l'accueil, l'information, la promotion, les services de proximité, les activités et les équipements sur le territoire de la commune concernant le sport, la santé, le bien-être, la culture, le patrimoine, la gastronomie. Oui, Voilà, c'est un dossier, il y a un cahier des charges qui doit faire une 50aine de pages. Voilà, qui est à disposition de toute façon, mais normalement vous l'avez dans votre dossier. Voilà. Une remarque sur effectivement l'agenda de l'obtention de ce label, puisqu'effectivement c'est un point qui a été joué en commission au mois d'octobre 2015, un avis de la préfecture si je suis au mois de décembre, on se revoit au mois de juillet, et je crois que tout ça a été peu échangé dans la commission tourisme. Effectivement c'est une démarche longue et qui semble laborieuse. Alors la démarche est longue, le dossier, comme je vous ai pu vous l'expliquer, était assez long. Il avait été expliqué en commission, il a suivi son cours, mais on est dans les délais pour avoir ce classement avant le 1er janvier 2018, et je pense que c'est le principal. 2018. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce dossier? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, le point numéro 6 concerne la modification de la liste des emplois et des conditions d'occupation des logements de fonction. Donc, comme vous avez pu le lire dans la délibération, il y a des emplois qui ouvrent droit à un logement de fonction dans des conditions de nécessité absolue de service, qu'on appelle NAS, ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte, dite COPA, qui est fixée donc par délibération. Donc la délibération ne prévoit pas de changement pour les agents bénéficiant d'une nécessité absolue de service. En revanche, il y a une modification pour ceux qui bénéficient d'une convention précaire avec astreinte, à savoir 2 ajouts, donc le poste de chef de cabinet du maire et celui de directeur général adjoint des services. Donc pourquoi ces logements? C'est pour répondre en fait à des demandes liées aux services et à des contraintes liées effectivement à ces missions, notamment souvent aux horaires de travail. Donc je précise que les agents concernés paieront une redevance et des charges afférentes à ces logements. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Eh
Bien, je vais passer au vote. Est-ce que il y a des votes contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, le point numéro 7 est présenté par M. Scatolin. Oui, une délibération pour une session à l'euro symbolique de 38 mètres carrés le long de la rue Jean de Gingin. C'est une session qui est consentie par M. Francis Cadet au profit de la commune. Cette session permettra de continuer les aménagements le long de la rue Jean de Gingin. D'autres sessions de ce même type avaient été prises sur les parcelles voisines. C'est une régularisation. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas d'abstention? Un avis favorable sur cette délibération? Favorable. Merci. Ensuite, le point numéro 8. Oui, on est sur l'acquisition par substitution de la SAFER d'une parcelle au lieu-dit Champla. Donc c'est une parcelle qui se situe le long de la rue Étienne-des-Prés. Pour faire un bref historique, les propriétaires de la parcelle avaient contacté la commune en 2011-2012 pour faire une proposition de vente de cette parcelle aujourd'hui agricole à la commune. C'est une parcelle qui fait 11 500 mètres carrés et à l'époque, les propriétaires nous avaient fait une proposition à 5 € du mètre carré, ce que nous n'avions pas accepté. Entre-temps, à la suite de ce refus d'acquisition, nous leur avions demandé de se rapprocher de la SAFER pour essayer de leur solutionner le problème et de trouver un acquéreur pour venir. La SAFER est arrivée à bout de cette négociation au prix de 1 € le mètre carré. Les propriétaires ont accepté. Donc du coup, la SAFER est ensuite revenue vers nous sous la forme d'un appel public à candidature pour savoir si cette parcelle nous intéressait. Et donc on leur a répondu qu'à ce prix de 1 €, la parcelle nous intéressait. Donc aujourd'hui, il est proposé au conseil municipal de valider en fait cette acquisition par substitution de la SAFER pour un montant de 11 500 € le mètre carré, auquel s'ajoutent les frais d'intervention de la SAFER, évalués à 1 035 € hors taxe les frais, plus les frais notariés d'environ 1 600 € d'évaluation. Il y a également un cahier des charges qui devra être respecté d'une durée de 25 ans, et ce cahier des charges prévoit notamment que la commune puisse louer le bien à un agriculteur qui est agréé par la SAFER. Cette parcelle reste agricole. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce sujet. Excusez-moi, j'ai pas pris le plan en annexe. Vous pourriez me dire laquelle c'est, la parcelle? Alors, c'est la partie, vous voyez le lotissement Champla, Oui. on revient sur Divonne, c'est la parcelle juste après la dernière maison de lotissement, qui est bord de la route. La chélière, anciennement. Non, de l'autre côté. Il y a une maison qui est abandonnée. Oui. Là, c'est juste la maison après, quand on revient sur Divonne. Il me semble que c'était exploité par des Suisses. Alors, des exploitants, je ne sais pas si je les ai, mais c'est possible que ce soit exploité par des Suisses. Et du coup, nous, on continuera à laisser cette parcelle au bénéfice des exploitants actuels. Les propriétaires étaient rentrés déjà en contact avec nous officiellement en 2011-2012, mais aussi par le passé. Ils souhaitaient se débarrasser de cette parcelle pour des raisons de succession. Et toutes les parcelles qui sont à côté sont... Qui va jusqu'au PCI, d'accord? Ce sont des parcelles privées pour la plupart. Et c'est des parcelles qui sont aujourd'hui classées en zone naturelle agricole, qui n'ont pas vocation à être construites, qui ont vocation simplement à être utilisées par des agriculteurs pour l'exploitation. Je m'abstiendrai sur cette délibération parce que je suis très sûr du rôle de la commune, que le rôle de la commune soit d'acheter des parcelles agricoles disponibles, notamment pour personnes destinées à l'usage agricole. Puis sur la préparation de cette délibération, je vais recevoir le cahier des charges de l'occasion. C'est un bon lieu encore le cahier des charges. Et je pense que c'est aussi un moyen pour la commune de soutenir l'activité agricole. Je pense que c'est important de montrer ce soutien, qui est un soutien, il y a quelques corrélatifs, c'est un soutien où on garantit la pérennité d'une activité agricole à cet endroit. Dans des communes qui changent comme les nôtres, c'est important de pouvoir s'assurer que les terrains restent exploités par des agriculteurs.
Et l'autre intérêt pour la commune, c'était également d'éviter de voir ce terrain acheté par des agriculteurs qui auraient mis une pression sur la commune pour implanter leur siège d'exploitation à cet endroit, alors que sur ce périmètre, je pense qu'il n'est pas opportun aujourd'hui d'avoir un siège d'exploitation. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres abstentions que M. Augustin? Non. Est-ce qu'il y a des votes contre? Cette délibération est adoptée. Ensuite, le point numéro 9, c'est toujours M. Scatolin qui rapporte. Oui, il s'agit du bilan des acquisitions et des ventes foncières pour l'année 2015. C'est une délibération en somme traditionnelle. On passe à peu près à la même période. C'est pour faire un bilan de l'ensemble des acquisitions foncières, des opérations foncières et immobilières de l'année 2015. Donc, outre les opérations relatives aux aménagements de voirie, c'est-à-dire les petites cessions dont nous venons de parler juste avant, la commune a fait l'acquisition d'un terrain qui lui permettra de réaliser un futur bassin écréteur sur le site du PD, donc on passe de 4899 mètres carrés. Et durant l'année 2015, la commune a également récupéré la livraison des places de parking sur le secteur de l'Irmini. Dans la délibération, le paiement était en dation. En fait, la dation était les 100 places de parking et la commune a récupéré les 100 places de parking. Donc, ça a également enrichi l'actif communal. Il n'y a pas eu de session durant l'année 2015. Et il est à noter également que la commune a également transféré l'ensemble des portages fonciers qu'elle avait sur le secteur du plan à la SANCODA et que la SANCODA a reversé à la commune plus de 60 000 € qui correspondaient aux frais engagés par la commune sur ces dossiers. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce bilan des opérations. Non, Monsieur Augustin, vous avez une question? Sauf si on veut parler de l'Igodini, on peut en parler un peu. Du bassin écréteur du PD, on peut en parler, mais je pense qu'on sortira de la délibération à ce moment-là. Ah oui, c'était une ambition. On peut également parler de la notion d'actif de la commune, mais là encore, on pourrait y passer la soirée. D'accord. Il y en a qui m'en voudraient. C'est pourtant un sujet qui tient à Monsieur le maire. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Eh bien, je vous remercie. Les 14 délibérations qui suivent concernent les budgets. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous proposerai un vote global, tant des décisions explicatives que d'affectation du résultat, ou alors on peut faire un vote budget par budget. Est-ce que vous êtes pour le vote global? Global. Ah, Il va y avoir une présentation ou pas? ah, mais bien sûr. Donc, pas d'objection. Donc, monsieur le rapporteur, je vous laisse la parole. Donc, lors du dernier conseil municipal, on avait constaté le compte administratif 2015. Donc, la suite logique, c'est d'affecter ce résultat sur le budget 2016. Et nous en profitons en même temps donc, pour faire une décision modificative 1 sur tous les budgets. Donc je vais rappeler, le résultat de la section de fonctionnement était de 2 500 000 € environ. Donc là-dessus, il faut déduire tout d'abord les équilibres des différents budgets annexes. On va déduire aussi une demande donc, qui a été faite des recettes de la piscine pour une raison qui est que l'administration ne nous a pas accepté que ce soit complètement mis aujourd'hui en tant que tel dans le budget annexe. Ensuite de ça, nous avons eu des informations émanant de l'administration
nous demandant de réviser certaines prédictions sur la dotation de l'État, sur les allocations compensatrices et sur nos recettes fiscales. Donc si on enlève toutes ces différentes sommes, on se retrouve aujourd'hui avec à peu près 1,5 million de budget à redispatcher dans les budgets principaux et les budgets annexes. Aujourd'hui, la Commission Finances, suite à ce que l'on avait prévu dans notre plan, on a mis en attente 950 000 € pour étudier à terme une restructuration ou un remboursement de la dette. Donc il y a 950 000 € à retirer. Quand on a retiré toutes ces sommes, on se retrouve à 600 000 €. Sur ces 600 000 €, il y a eu des demandes émanant des services, donc post-budget, qui sont au total, qui viennent à 420 000 €. Donc aujourd'hui, la décision modificative inclut ces demandes qui sont donc à hauteur de 420 000 €. Ce qui fait qu'on affectera, en dehors des 950 000 € qui sont pour l'instant réservés pour une renégociation de la dette, 180 000 € environ, 180 542 € qui seront affectés donc sur une ligne dépenses imprévues et qui pourront faire l'objet d'une décision modificative ultérieure. Donc ça, on a parlé de la section de fonctionnement. Sur la section d'investissement, en global, on avait eu un résultat donc, de 773 000 €. Là-dessus, on a la même chose. On va affecter ce résultat aussi sur les budgets annexes et il faut enlever les restes à réaliser. Sachant qu'aujourd'hui, les restes à réaliser de cette section d'investissement sont à hauteur de 743 000 €. Donc il nous reste à peu près 30 000 € à affecter et qui aujourd'hui sont affectés à un surcoût sur la balayeuse. Vous vous rappelez, on a voté pour l'achat d'une balayeuse électrique. Donc il y a un surcoût sur cette balayeuse électrique par rapport aux 120 000 € initial qui avaient été alloués sur ce budget-là. Elle serait plutôt dans les 150 000 €. Donc pour l'instant, on affecterait ces 30 000 € à ce surcoût. Voilà dans le global ce qui est prévu pour l'affectation du résultat et donc ce qui va impacter ligne à ligne la décision modificative. Vous avez les décisions modificatives des différents budgets. Ensuite, vous avez dû recevoir, donc, avec la note de synthèse, le ligne à ligne de chacune des affectations. Si je prends simplement quelques-uns des points importants à soulever sur cette décision modificative, donc en particulier sur la section de fonctionnement, on a une augmentation des salaires donc, qui est de 100 000 €. Et il faut absolument noter aussi une augmentation du FPIC, donc qui est le Fonds de péréquation intercommunale, on en parle souvent. Ce sont des fonds qui permettent à l'État de prendre aux communes riches et de redistribuer aux communes moins avantagées, on va dire. Et donc on avait prévu sur cette ligne budgétaire la même somme que l'année dernière. On a eu post-budget les informations. Et il faut absolument rajouter 115 000 €. Voilà. Une autre ligne aussi qui nous est parvenue aussi après, au niveau du SDIS, on doit contribuer aux allocations de vétérance et c'est une somme supplémentaire de 25 000 € qu'on n'avait bien sûr pas pris au budget. Donc voilà principalement les points importants de ces décisions modificatives. Maintenant, si vous avez des questions sur le ligne à ligne dans le budget principal ou sur les budgets annexes, je suis prêt à répondre à vos questions.
S'il n'y a pas de questions, pas de remarques, donc eh bien, je vais vous proposer donc, de faire un vote global, tant pour l'affectation du résultat que pour la décision modificative pour l'ensemble des budgets, sauf s'il y a des votes qui sont différents d'un budget à l'autre. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Eh bien, je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur, pour cette délibération présentée efficacement, rapidement. Ensuite, nous sommes au budget, à la délibération 24 qui concerne la dénomination d'une nouvelle voie. C'est monsieur Serge Naillet. Tout à fait, merci à Claude. Et là, nous récupérons donc une rue qui se situe entre le chemin de Chaugal et le boulevard des Écunettes, c'est-à-dire à l'arrière du parking de l'école d'Arbert, que nous nommons donc la rue de Narp. Cette délibération, comme la suivante, sont des ajouts de voiries au patrimoine communal existant. Et je rappelle que ceci a un avantage, c'est que ça nous permet d'augmenter le patrimoine de voirie de la commune et donc d'augmenter la DGF que nous touchons, qui est en fonction du kilomètre que les communes possèdent en voirie. Est-ce qu'il y a des remarques que vous avez été vues en commission travaux et aménagement du territoire? Est-ce qu'il y a des abstentions sur cette proposition de dénomination? Des votes contre? Eh bien, je vous remercie. Cette délibération est adoptée. Et Serge, je te laisse. Et c'est la même délibération, mais cette fois nous sommes sur la boîte dessert du groupe Guide Maupassant, qui s'appellera donc l'allée du Puy, et c'est cette dessert qui fait le tour de l'école, que nous intégrons donc de ce fait au patrimoine communal. Juste un petit rappel, effectivement, pourquoi l'allée du puits, c'est qu'il y avait un puits qui symbolisait, on va dire, la résidence des anciens. Et nous avons donc souhaité conserver cet élément de patrimoine lors de la construction de l'école. Comme vous avez pu le constater, le puits a été installé en bas de la rue côté droit. Je sais que mon monsieur. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Eh bien, je vous remercie. Donc, la délibération 26 concerne l'entretien du lac et le choix du prestataire. Tout à fait. Entretien du lac, qui est une question dont nous avons à plusieurs reprises débattu et que nous avons évoqué soit en réunion, soit ici même en conseil, à travers notamment la question et le problème de la prolifération des algues. Alors, sur cette délibération, en fait, après avoir pris le temps à la fois de l'examen, de la réflexion, à l'appui même de scientifiques qui nous ont prêté main forte là-dessus. Nous avons pris deux décisions sur cette délibération. La première, c'est de procéder par un marché à commande qui va nous donner l'avantage à la fois de cibler un budget maximal. Là, en l'occurrence, c'est un marché sur 3 ans avec une possibilité maximale d'aller jusqu'à 95 000 € par an. En fonction du besoin, en fonction de la nécessité et des budgets. Donc ça, c'est le principe du marché à commande. Et à l'intérieur du marché à commande, nous avons fait le choix de sélectionner 3 types d'entretien. Le faucardage du lac, plus particulièrement pour le port, la plage et les bassins de navigation. L'arrachage dans certaines zones, c'est le cas du port et de la plage, ou des roseaux sur les berges. Et puis également le pompage de boue et l'évacuation dans les secteurs ciblés du port et de la plage. Ces 3 techniques nous étant apparues comme les plus adaptées et sans doute opportunes par rapport à la situation et aux caractéristiques propres de notre lac. Donc après l'examen des offres, la commission d'appel d'offres s'est réunie le 7 juin, s'est prononcée en faveur de la société Dietmar Glaser. Pour info, cette société n'était pas la moins disant d'un point de vue de son prix. Par contre, c'était celle qui était la plus réputée, ou en tout cas la plus expérimentée sur ces secteurs d'activité. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons d'adopter cette délibération et de retenir la société Dietmar Glaser pour ce marché. Est-ce qu'il y a des remarques?
Oui, j'en profite pour savoir si on a actualisé les études sur le lac. Quand on avait parlé des réunions, on avait dit qu'on ferait une étude. Et puis il y a le point aussi des rejets polluants sur le lac. Est-ce qu'on avance là-dessus Oui, alors notamment, et vous faites bien poser la question, j'ai oublié de préciser qu'il y a une chose aussi que nous avons lancée, à la demande d'ailleurs, un petit peu des remarques qui avaient été faites par M. Baldry, c'est de se constituer une base de données évolutive sur l'évolution des fonds marins dans le lac et donc le recours à une cartographie par les drones. Donc ça a été lancé, j'en profite d'ailleurs pour me tourner les réactions aussi parce que je sais qu'il y avait une date, c'était au mois de juin je crois, et je crois qu'elle a été reportée pour cause de météorologie, non? Ça s'est fait, c'est parfait. Donc on aura d'ici quelques temps les résultats. Voilà. Pour ce qui concerne les rejets, les choses avancent. Aujourd'hui, il n'y a guère plus que les pédiluves de la piscine qui rejettent dans le lac. Nous avons toujours cette... pardon, même plus déjà. C'est parfait, ça avance encore plus vite. Et nous avons toujours ce projet plus vaste, par contre, avec la CCPG, qui lui est en cours et sur lesquels d'ailleurs j'attends un retour des services parce qu'ils étaient eux-mêmes en attente de résultats du cabinet qu'ils n'avaient pas. La dernière fois que je les ai interpellés, ils étaient toujours dans l'attente. Donc voilà, ça c'est pour les précisions un peu techniques. Le projet est là, on l'avait présenté en commission. Ensuite, il faudra qu'on affine un petit peu le coup, notamment, pour pouvoir décider de lancer le projet en lien avec la CCPG. Je voulais faire remarquer que l'état du lac aujourd'hui est vraiment déplorable. J'ai passé la journée hier et la soirée à contempler le port où vraiment ça donne pas envie de regarder le lac, ou plutôt de se retourner et de regarder le Jura. Je pense que vraiment il faut qu'on avance là-dessus parce que c'était dans un état lamentable. Ouais, on a effectivement sur ces endroits-là des dépôts. Alors, il y a une partie, c'est ce que vous disiez, les services, des fois c'est du pollen qui se greffe sur tout ça, et notamment sur les algues, les plantes qui arrivent en surface. Très clairement, je pense que c'est des choses qui peuvent s'améliorer avec des grandes épuisettes. On peut commencer à enlever dans un premier temps pour dégager un petit peu. C'est ce que d'ailleurs nous avait été indiqué en réunion avec M. Baldry et Cosman. Il faudra qu'on regarde avec les services si on peut enlever le bourreau. En tout cas, avec le marché qu'on propose aujourd'hui et avec les moyens, j'espère qu'on pourra très rapidement cibler des actions pour améliorer ça. Je trouve que c'est une bonne chose d'avoir ce marché à commande, parce que si les finances le permettent, on pourra investir 300 000 euros, presque 300 000 euros sur 3 ans, mais dépenser 20 000 euros sur du faucardage régulièrement pour le lac, ça n'apporte pas grand-chose. Bon, on en a plusieurs fois discuté, il y a quelques autres solutions qui avaient été avancées, qui ne sont pas avérées non plus forcément opérationnelles ou opportunes. Le faucardage, le principe est simple, c'est un peu comme les cheveux, quand ils poussent, on coupe, quand les algues poussent, on coupe, alors c'est sûr, ça revient, et selon la météorologie, ça peut revenir plus vite. C'est pour ça qu'on a voulu adjoindre l'arrachage, parce que, et ça, M. Cosman nous l'avait dit, c'est quelque chose qui peut tout à fait s'envisager, avec un avantage, c'est que ça peut être plus durable. À partir du moment où on arrache avec les racines, le temps de la repousse est plus long. Donc on va examiner un peu tout ça, et effectivement, dans certains endroits, s'il est plus judicieux, on le fera bien volontiers, parce que je suis d'accord avec vous. C'est vrai que chaque année ça repousse presque toujours plus vite, et qu'on peut avoir l'impression que c'est sans fin. Maintenant, c'est un peu le cycle de la vie de la nature qui s'exprime. Oui, alors vous parlez des fameuses, si je ne me trompe pas, c'était les carpamous. C'est ça, hein, ouais. On en est où? Alors, on a évidemment, on s'est tourné vers l'ONEMA, qui est un peu la police de l'eau en la matière, et très clairement, ils ne sont pas favorables.
ils émettent une position, ils disent que s'il y avait eu des carpes par le passé, ils ne sont pas complètement opposés au fait de les réintégrer, mais s'il n'y en a pas eu, ils ne veulent pas qu'on en intègre. Donc c'est leur position par rapport à ça. Je rappelle simplement que les carpes amour, c'est des vrais carnivores, c'est-à-dire qu'elles mangent tout. Et les scientifiques nous disent qu'elles commencent par attaquer les herbes, on va dire, beaucoup plus douces, beaucoup plus anodines, avant de s'attaquer aux plus coriaces, qui sont celles qui nous polluent un petit peu le fond du lac. Donc à partir de là, il pourrait y avoir aussi quelques inconvénients à recourir à ces carpes, dans la mesure où si elles détruisent dans un premier temps toute la flore, on va dire douce, c'est les poissons qui vont en subir les conséquences, les autres poissons. Et s'ils attendent seulement qu'il n'y ait plus rien pour s'attaquer aux algues, à mon avis on en a encore pour quelques temps avant d'endiguer les algues du lac et du monde. C'est un peu pour ça qu'on s'est tenu aux recommandations de l'ONEMA, qui est le partenaire, on va dire, pour tous ces problèmes de l'eau des collectivités. Je regrette simplement qu'on n'ait toujours pas trouvé de solution pérenne pour l'entretien du lac, parce qu'on peut dire que c'est la nature, mais on veut aller contre la nature pour avoir un lac baignable, utilisable pour les sports nautiques. Et on est toujours sur des solutions qui sont ponctuelles, voire très ponctuelles. Et d'autres solutions devraient être envisagées en commençant par contacter d'autres communes lacustres pour voir comment sont gérés les lacs. On se refuse à faire un bilanche partiel du lac pour faire un curage un peu plus efficace et qui permette d'avoir plusieurs années avant de voir revenir ces algues. Quand on en a parlé en commission, le Rhône a été évidemment sur plusieurs mètres de hauteur. À hauteur de Genève, j'imagine que nos amis suisses font ça dans le respect de la nature et de l'environnement et qu'on peut trouver des solutions qui sont respectueuses du lac tout en étant plus efficaces qu'un faucardage qui n'est même pas efficace quelques mois. Alors juste pour compléter, sur les chefs du Rhône, effectivement ça a été fait cette année d'une manière concertée avec les différentes associations, ça s'est plutôt bien déroulé, mais il y a quelques années ça avait été fait et ça avait été catastrophique pour la pisciculture, puisque les poissons, il y avait un taux de mortalité extrêmement important pour les poissons. Juste pour préciser, là j'ai mon autre casquette du conseil départemental, parfois ça peut avoir des avantages. Donc le département chaque année aide au titre de sa politique de l'eau certaines collectivités pour conduire des études sur les milieux naturels et notamment sur les lacs. Donc en 2017, une étude a été fléchée pour travailler sur le milieu du lac, ce qu'on dit lac, ce qu'on dit mare, ce qu'on dit un étang. Donc voilà, ça c'est un grand débat. Donc les services du département ont déjà travaillé sur ces milieux, donc on aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On pourrait avoir un timing pour la prochaine réunion, point d'étape sur le lac? Aujourd'hui, on n'en a pas arrêté, mais on peut en programmer. Là, ce qui est sûr, c'est que dès qu'on aura voté le marché, on va tout de suite se pencher sur une solution à utiliser dans l'immédiat. Voilà, et puis ensuite, on peut en discuter en commission ou reprogrammer une réunion sans problème. Mais aujourd'hui, on n'en a pas acté une date en particulier. On en reparlera en commission si vous voulez. Je n'ai pas compris, l'utilisation des vues aériennes, ça va être pour quoi faire? Alors, ça a pour objectif de nous constituer une base de données sur l'évolution du fond marin. C'était une chose qui avait été soulignée avec insistance par M. Valéry lorsqu'on a fait cette réunion d'ensemble avec M. Valéry et Cosman, qui nous avait dit d'ailleurs qu'il était urgent d'attendre avant de retenir une solution comme ça pour le traitement et l'entretien du lac, et qu'il était important de se constituer une base de données. Donc il nous avait indiqué que les drones et les photographies par drone étaient un moyen très intéressant, ça donnait de bonnes vues. Et c'est ça qu'on est en train de faire, c'est de se constituer une base de données pour voir un petit peu comment ça se passe au fond de l'eau et à quelle vitesse c'est l'eau. Moi, je ne suis pas sûr que les utilisateurs du lac partagent l'urgence à attendre. C'était simplement par rapport à des solutions peut-être plus radicales. Je rappelle qu'on avait évoqué notamment vider complètement le lac.
qui aurait eu pour effet de le mettre hors utilisation pendant près de 6 mois. Voilà. Mais très clairement, l'état du lac n'attend pas, et je dis dès qu'on aura acté le marché, on lancera une action pour pouvoir l'entretenir efficacement. Est-ce qu'il y a encore des remarques? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention, des votes contre? Eh bien, je vous remercie. Donc, le marché est attribué. Ensuite, le point 27 concerne le marché de transport scolaire. Nous avons actuellement 2 marchés. Un marché qui concerne les transports pour les écoles élémentaires et les écoles maternelles, et un autre marché qui concerne le transport des collégiens, puisqu'on a mis en place une navette depuis 3 ans maintenant qui emmène les enfants qui habitent à moins de 3 km de l'établissement. La commission d'appel d'offres s'est réunie les 7 et 23 juin, s'est prononcée en faveur de la société Europe Tour pour le transport scolaire des écoles élémentaires et maternelles, et a décidé de déclarer le lot infructueux pour les collégiens et de lancer une nouvelle consultation. Vous avez tous les documents dans votre dossier. Donc, je vous propose d'attribuer le marché, lot numéro 1 à la société Europe Tour, d'autoriser Monsieur le maire à signer les différentes pièces et à lancer une nouvelle consultation pour le lot numéro 2. En précision, il y a une augmentation de 1% par rapport au marché initial que nous avions et qui est arrivé à échéance. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui vote contre? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, le point 28 concerne l'acquisition de véhicules utilitaires et de tourisme pour les services municipaux. Tout à fait, et donc par rapport à des véhicules qui soit sont arrivés en fin de course de vie, soit pour l'un d'entre eux a été volé, d'autres que nous achetons spécifiquement, nous renouvelons le parc automobile pour en fait 5 lots et 6 véhicules. Le lot 1, c'est le remplacement d'un véhicule pour les DGS. Le lot 2, c'est l'acquisition d'un véhicule pour la nouvelle DGA. Le lot 3, c'est un véhicule pour la police municipale. Le lot 4, c'est l'acquisition de 2 véhicules de type fourgonnette électrique. Celui-ci, ce lot-là est acquis sur des véhicules électriques. Et le lot 5 est un véhicule polybène équipé d'un caisson pour les services techniques. Donc vous avez le détail dans la délibération des véhicules et des coûts pour l'ensemble de cette délibération. Et puis j'ai aussi une petite complément d'information. Je vous propose aussi également un amendement à cette délibération, puisque dans le projet de délibération, il est indiqué que nous approuvons le choix du fournisseur désigné, que nous autorisons M. le maire à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire, et je vous propose également d'autoriser M. le maire à solliciter tout type de subvention dans le cadre de l'acquisition de ces véhicules. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Monsieur Duchemin? Oui, juste une remarque. Aujourd'hui, nous avions envie d'aller vers plus, je dirais, de montrer l'image de Divonne comme une ville qui était plus verte et qui allait vers des véhicules qui étaient plus propres. Aujourd'hui, on ne met pas en question l'acquisition de ces véhicules qui est nécessaire pour les services et pour le bon fonctionnement des services. Je reconnais les efforts déjà qui ont été faits, en particulier sur les acquisitions de véhicules électriques. Et aujourd'hui, je trouve qu'on pourrait être beaucoup plus ambitieux. Et je pense qu'il serait nécessaire aujourd'hui d'avoir une réflexion globale de parc, donc de reprendre notre parc de véhicules et d'avoir assez rapidement, sur le parc global, une réflexion pour savoir, en fonction des tenants et aboutissants d'un point de vue économique, mais pas seulement économique, quel serait les types de véhicules et vers quoi la commune de Divonne veut que son parc de véhicules aille. C'est pour cela que je voterai contre cette délibération. Monsieur Bailly, oui, tout à fait. Je rejoins la préoccupation de Claude Emmanuel de vouloir aller plus vite et plus grand, plus fort pour faire évoluer
évoluer le parc automobile vers des véhicules propres. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui font qu'on a été au cas par cas. D'abord, je rappelle qu'il y a 2 ans, nous n'avions aucun véhicule électrique et que depuis 2 ans, dans le cadre d'une politique générale concernant l'énergie propre dans la commune, on fait évoluer les véhicules qu'on remplace vers des véhicules électriques. C'est malheureusement pas le cas et c'est pas forcément possible pour tous les véhicules. D'abord parce que sur certains modèles, on n'a pas l'équivalent en véhicule électrique ou hybride d'ailleurs. Ensuite parce que dans d'autres cas, les véhicules électriques sont nettement moins performants. Et par rapport à l'usage ou l'utilisation que vont en avoir les services, ça peut s'avérer un peu contre-productif. Par contre, il y a un autre élément que nous n'avons pas, nous encore, soit parce qu'on n'a pas eu le temps de pousser la réflexion, mais de ce côté-là, je pense qu'on pourrait tout à fait avancer conjointement avec la commission finances, qui est d'établir, alors d'une part, d'un point de vue des finances, en forme de tableau, de projection, avec l'ensemble des coûts de ces véhicules électriques, parce qu'il y a des gains qu'on peut effectuer en carburant, mais par contre, il y a aussi des coûts par rapport à ça. Vous avez des bornes qu'il faut acquérir, il y a des batteries qu'il faut remplacer, puis il y a le surcoût d'un modèle électrique par rapport à un modèle diesel ou essence. Voilà, d'avoir ce tableau avec le gain réel sur la durée de vie de remplacement des véhicules, ça c'est quelque chose qui sera important dans la décision. Puis en même temps, pour nous, services techniques, ce sur quoi nous pouvons et devons travailler, c'est de cibler tous les véhicules qu'on pourrait remplacer par des véhicules propres, et à ce moment-là, établir une sorte de cahier des charges qu'on pourrait ensuite retravailler avec les services finances dans le but de faire évoluer le plus rapidement possible le plus de véhicules possible de notre parc. Je pense qu'effectivement, ça mériterait une réflexion. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Donc, concernant l'amendement, est-ce qu'il y a des votes pour, des abstentions, des votes contre, de demander des subventions? Je pense qu'on ne peut pas être contre. Merci. Et sur la délibération en elle-même, est-ce qu'il y a des abstentions? Alors moi j'ai une abstention d'Éric Gavaret. Est-ce qu'il y a des votes contre? Alors moi je ne comprends pas sur quoi on vote. Sur la délibération globale. Il y a pas J'ai lu la délibération que j'ai reçue dans la convocation au conseil municipal. Dans la note explicative, la commission d'impasse devant se réunir le 23 et 30 juin. Le résultat de la consultation sera communiqué en séance. Et donc, le projet de délibération, c'est d'approuver le choix des fournisseurs cités en séance. C'est parce que tu... J'ai pas entendu Je peux les rappeler, alors c'est pas un souci. Non mais je sais pas sur quoi on vote, parce que là tout le monde vote, mais on sait pas sur quoi. Si on ne dit pas les modèles, oui, oui. Non mais je pense qu'il y a un empressement à finir à 9h. Je suis pas du tout on peut juste poser la question de Alors, c'est que, Serge, tu veux que je donne bien lecture sûr, surtout que moi dans la délibération, je n'avais pas, Alors, cette Bah oui, j'ai pas toujours les mêmes documents que tout le monde, ça arrive, mais ce soir, a priori, la convocation au conseil municipal, c'est la même pour tout le monde. Pour la forme, est-ce qu'on peut quand même savoir sur quoi on vote? Alors, voilà, donc je vais... si vous avez aussi compris, donc je vais la remettre, Oui, non, mais sur les véhicules, je vais pas. Le lot 1, donc c'est un véhicule particulier de 7 à 8 places pour le service administration générale, et c'est un véhicule Citroën de type Space Tourer pour une location longue durée de 48 mois ou 90 000 km, un loyer de 805,11 € TTC, entretien compris, et la reprise d'un véhicule Renault Scénic pour 7 600 € TTC. Ça, c'est le premier, le lot 1, véhicule particulier pour la direction de l'administration générale. Le lot 2, c'est un véhicule particulier de 5 places pour l'administration générale. C'est un véhicule de type Renault Capture d'un montant de 18 946,96 € TTC, option comprise. Le lot 3, c'est le véhicule pour la police municipale de type SUV 4x4. C'est un véhicule de type Kia. C'est un Sportage 4x4 d'un montant de 37 678 € TTC, option comprise. Il est précisé que la reprise du véhicule Duster s'élève à 4 000 €. Le lot 4, c'est des véhicules de type fourgonnette. C'est 2 véhicules, un partenaire électrique Pro Standard d'un montant de 27 005 et 96 € et 96 centimes. Et ces 2 véhicules de ce type, c'est les deux mêmes, des VU 100% électriques. C'est pour les services techniques. Et pour le lot 5, c'est un véhicule de Polyben de 3,5 tonnes équipé d'un caisson 3 places pour les services techniques, établissement Bernard Truck,
C'est un véhicule de type Maxity d'un montant de 42 240 € TTC, option et garantie totale et entretien pendant 5 ans compris. Voilà pour l'ensemble des véhicules qu'il est proposé d'acquérir. Voilà, maintenant j'ai juste une remarque sur le lot numéro 1. Passer d'un Scénic au Citroën, ça fait quand même un beau surcroît de confort. J'ai pas d'éléments là-dessus, c'est un véhicule pour le... C'est-à-dire qu'en fait, dans le cadre de ses fonctions, il est amené à transporter des collaborateurs. Oui, alors, le Scénic actuel était déjà un Scénic 7 places, qui avait déjà, je crois, plus de 100 000 km. Et ce véhicule, effectivement, le Citroën, donc, sera amené aussi à être utilisé pour transporter des personnes, des visiteurs, que ce soit à Lyon ou dans d'autres déplacements qu'on serait amené à avoir à faire dans le cadre de ces fonctions. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Donc maintenant, on peut passer au vote. Donc sur l'amendement qui était proposé dans les... C'était la demande de subvention donc, qui était rajoutée, voilà, à demander les subventions, parce que ça n'avait pas été mis dans la délibération. Il n'y a pas de vote contre. Et sur la délibération, donc sur l'attribution des marchés, est-ce qu'il y a des abstentions? Alors moi j'en avais mis. Donc il y a 3 abstentions. Est-ce qu'il y a des votes contre? Eh bien je vous remercie. La délibération est adoptée. Ensuite, la délibération 29 concerne la rénovation de la prise d'eau du Moulin David. Tout à fait, et là nous sommes sur le chantier de la prise d'eau et l'installation du clapet. Ces travaux se font dans le cadre du contrat rivière que la commune détient. Je rappelle donc que la fonction première du clapet, c'est dans un premier temps de protéger les biens et les personnes du centre-ville en cas d'inondation. C'est également de limiter le débit d'eau pour faciliter la remontée des poissons dans le cadre de la passe à poissons. Et c'est également, accessoirement, de réguler le débit pour la croisière. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une modification de marché. Vous avez toute la liste des modifications qui figurent dans la délibération. Elles sont liées en fait à une météo qui a été défavorable tout au long du chantier, avec un certain nombre de problèmes qui ont été rencontrés, notamment sur la pompe de relevage, et du fait des problèmes rencontrés avec les impacts météorologiques, d'exigences supplémentaires de l'ONEMA, notre partenaire et la police de l'eau en l'occurrence, qui nous a demandé d'ajouter un certain nombre de choses. Donc ces modifications vous sont rappelées dans la délibération. Je rappelle qu'il y a des plus-values et des moins-values, mais qu'au final, aucune incidence sur le marché, le prix reste le même. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je vais procéder au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Eh bien, je vous remercie. Donc, nous passons maintenant à la délibération numéro 30 concernant un marché à commande. Tout à fait. Là, en l'occurrence, il s'agit de l'entretien des poteaux à incendie. La communauté de communes a proposé aux communes adhérentes de constituer un groupement et donc, par le biais d'une convention, de s'associer. Ça permet d'une part d'avoir un seul interlocuteur pour ce qui concerne l'entretien, donc une entreprise référente pour l'ensemble des poteaux à incendie des pays, des villes qui vont adhérer à la communauté, d'avoir également un seul appel d'offres, et puis dans la mesure où il s'agit d'un groupement de communes, donc un marché plus important, éventuellement bénéficier de tarifications plus avantageuses. C'est la raison pour laquelle je vous propose cette convention et d'adhérer à ce groupement au sein de la communauté de communes, sachant que, et c'est le deuxième point de la délibération, on vous propose au titre du représentant de la commune à la commission d'appel d'offres de la CCPG de d'élire un représentant. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui souhaitent être candidat. Pascal Rochard. S'il n'y a pas d'autres candidats à ce moment-là, je vous propose donc dans le vote à la fois d'approuver la délibération et en même temps de désigner Madame Pascal Rochard en qualité de représentant à la commission d'appel d'offres.
Il y a des abstentions, des votes contre, des questions. Quelles sont nos obligations? On n'en a pas particulièrement, dans la mesure où, encore une fois, chaque commune avait leurs appels d'offres, avec leurs entreprises, et donc leurs conditions et leurs tarifs. Là, en l'occurrence, la communauté, par cette convention, propose de se regrouper, de faire un appel d'offres, mais s'il s'avérait que l'appel d'offres était moins intéressant que celui que nous avons avec les partenaires traditionnels, les entreprises avec lesquelles nous travaillons, chaque commune a toute latitude de se désister et de dire non, dans ces conditions, ce marché ne convient pas, et je reviens à un autre plus avantageux. Donc c'est vraiment une convention, on va dire, de regroupement, mais ce n'est pas quelque chose qui fige et qui contraint complètement les communes. C'est bien indiqué ce que vous venez de dire? Alors, ça ne figure pas, puisque là, il s'agit juste d'une convention, mais c'est dans la délibération, mais dans la convention. C'est important. Ouais. Si ça coûte plus cher. Non, non, non. Oui. Il n'y a pas de Ah non, mais là, c'est que des paroles. Ouais. Oui, que ce soit but recherché, je l'admets, mais dans les faits, dans les écritures, Il arrive parfois que la mutualisation avec la CCPG n'apporte pas tous les résultats attendus. Mais c'est pour ça que si vraiment c'est pas engagé financièrement, On pourra en parler à notre conseil municipal concernant l'aménagement du territoire. donc vous comprenez bien que c'est un point important. Tout à fait. Que vous le disiez, c'est une chose, mais que ça soit écrit, c'est encore mieux. je n'ai pas tous les détails de la convention, mais c'est ce qui était l'engagement des membres du groupement, s'engage à passer comme tu vas avec les personnes, si tu as les détails de la convention, c'est pas des éléments. En tout cas, ça a été. Bon. Pardon. Dans la convention générale, non, mais dans le règlement. Non, mais ça, je le comprends bien, mais je pense que ce serait mieux si vous nous demandez, entre guillemets, un chèque en blanc, il faut que ça soit marqué dessus. Non, on ne peut pas vous le garantir, parce que vraiment, c'est pas marqué. Alors, ça ne figure pas dans la convention telle que je l'ai sous les yeux là. Par contre, Je pense que c'est vraiment un point important. Oui, tout à fait. On reprécisera est-ce que c'est dans les usages ou dans les annexes, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne l'ai pas dans la convention générale que j'ai là. Donc moi, je voterai contre, sans avoir ce renseignement. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres votes contre? Il y a des abstentions? Très bien, je vous remercie. Donc, la délibération est adoptée. Ensuite, la dernière délibération concerne la création d'une piste cyclable. C'est aussi un marché Et là aussi, de commande. c'est un groupement de commandes que la commune de Divonne a proposé à Grilly pour la création de cette voie verte, sachant qu'elle a été acceptée par la ville de Grilly, et ce qui permettra donc là aussi de simplifier les procédures, un seul appel d'offres. Pour information concernant ce chantier, je voudrais vous dire qu'on a eu la bonne nouvelle du conseil départemental d'apprendre que les villes de Grilly et de Divonne ont obtenu une subvention par rapport à ce chantier, et par là même remercier Véronique Gaud pour le suivi de son dossier, dans la mesure où la ville de Divonne recevra la somme de 7 500 € et celle de Grilly la somme de 24 000 €, 26 000 €. Sachant qu'elle a apporté la plus grosse part du chantier, puisque le coût pour elle s'avère de 65 000 €. Pour la ville de Divonne, c'est 22 000 €. Donc voilà, 7 500 € de subvention sur un chantier là, de 22. C'est toujours une bonne chose. Et puis, je précise que nous avons aussi eu, on a présenté en commission
le projet de sécurisation du carrefour avec le boulevard des Épinettes, que le département est en train de travailler et de finaliser. Il y a vraiment un gros aménagement et un effort qui est fait là-dessus. Donc voilà, c'est des choses qui sont enclenchées et qui, on l'espère, avanceront aussi vite que possible. Voilà, donc avec ce dossier, si c'est accepté, donc il y aura maintenant 20 km de pistes cyclables dans l'Yonne, dont 15 en site propre. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Eh bien, je vous remercie. Donc, nous avons épuisé l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Eh bien, comme il n'y a pas de questions diverses, eh bien, je lève la séance. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous un bel été, de belles vacances et vous dire que le prochain conseil municipal est fixé au 8 juillet. Je vous remercie. 8 septembre, pardon. 8